Vous écoutez l'épisode 136 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne des personnes investies qui fourmillent d'idées et d'engagement et qui savent cocher les cases avec une tendance à la surqualité. Mais elles s'accommodent de moins en moins de leur quotidien qui déborde et elles aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde, pour avancer avec plus de sens, de joie et d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast ? C'est 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour lever vos freins intérieurs et avancer avec plus de sérénité et d'énergie dans votre quotidien, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, en présentiel à Angers ou en visio dans la France entière et à l'étranger. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation initiale, offerte et sans engagement. Pendant 45 minutes, nous débroussaillerons votre situation, j'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous actuellement et nous verrons si et comment nous pourrions travailler ensemble. Et si vous vous posez des questions sur le coaching, comme « qu'est-ce que c'est vraiment et est-ce que c'est pour moi ?», je vous invite à écouter l'épisode 130 du podcast qui s'intitule « Le coaching pour qui, pourquoi ?». J'y apporte mes réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le coaching. Aujourd'hui, c'est un épisode de l'éclairage un peu particulier que je vous propose. C'est un épisode sur le thème de la relation entre associés, un épisode qui est destiné à éclairer les associés et les futurs associés à partir d'un témoignage concret. Saviez-vous que les conflits entre associés sont une des raisons fréquentes de l'échec d'une création d'entreprise ? Perdre son entreprise, c'est dur. Et on a encore plus à perdre si, pour créer cette entreprise, on s'est associé avec des amis, des membres de sa famille ou son conjoint, et que cette relation tourne au vinaigre. Pourtant, nombreux sont les associés qui négligent l'enjeu de la qualité de leur relation dans la réussite et la pérennité de leur entreprise. Dans les histoires d'associés, souvent on en reste au stade des belles intentions et de la conviction que ça va marcher parce que on en a envie, qu'on saura se dire les choses et que nous c'est différent. C'est un peu l'effet lune de miel. Très souvent, trop souvent, on se contente d'espérer que tout va bien se passer entre associés. Parce qu'on a de bonnes raisons de s'associer. On se connaît bien, donc ça va marcher. Ou à l'inverse, on ne se connaît pas vraiment, mais on a des compétences complémentaires, donc ça va le faire. On ne veut pas envisager le pire, alors on ne parle pas des scénarios catastrophes et on hésite à partager ses peurs et ses doutes qui sont pourtant bien là. Pourquoi ? Sans doute de peur d'être le rabat-joie de service qui casse l'ambiance ou l'oiseau de mauvais augure qui risquerait de porter malheur. Croisez très fort les doigts pour que tout se passe bien et compter sur la bonne volonté de chacun ne suffit pas et il n'est pas rare que résonnent dans les bureaux d'avocats des discussions qui ont pour sujet un conflit, voire une séparation entre associés. Une bonne relation d'associés, c'est essentiel pour la réussite et la pérennité d'une entreprise, mais ça ne se décrète pas. Réussir sa relation d'associé, c'est comme réussir une mayonnaise. Il ne suffit pas de disposer des bons ingrédients et des bons outils. Il s'agit de fabriquer une émulsion stable. Pour que l'émulsion prenne et tienne, tout est une question d'huile de coude. Le secret réside dans l'énergie qu'on déploie, le temps et l'attention qu'on accorde à la qualité humaine de la relation. Sinon, quiproquo, incompréhension et non-dit s'accumulent et les points de divergence se transforment en conflits, parfois irréversibles. Une relation d'associés saine, ça se travaille, c'est une construction collective qui n'est pas spontanée dans sa réussite. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment fait-on concrètement ? L'idée de cet épisode est née de ma rencontre avec Hanan Benchek, avocate spécialisée en droit des sociétés.
Anan co-dirige le cabinet d'avocats CMD Avocats à Paris qui accompagne ses clients dans leur association. Anan et moi avons rapidement identifié que nous partagions le même constat. Aborder la relation entre associés, c'est à la fois essentiel et peu fait. Plus ce sujet sera évoqué, plus les futurs associés seront conscients des enjeux et des solutions possibles à activer. J'ai donc souhaité dédier un épisode d'Avez-vous choisi à la question de la relation d'associés avec cette intention qu'il soit utile à tous les associés ou à toutes les personnes avec des projets d'association pour contribuer à réduire le nombre d'associés qui passent malheureusement de la lune de miel à la douche froide. J'ai donc proposé à Anan d'associer son regard d'avocate spécialisée sur la question à mon regard de coach pour mettre en lumière dans cet épisode des points d'attention pour construire une relation d'associé saine. Nous avions envie d'un épisode concret et utile, et quoi de mieux pour cela que de partir d'un témoignage. J'avais envie que ce partage d'expérience soit l'occasion de mettre également un coup de projecteur sur une entreprise qui place l'humain au cœur de sa mission et de son fonctionnement, et très vite Anan m'a parlé de Meet My Mama. Et Donia Amamra, une des 3 associées de Meet My Mama, a accepté de participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi et de partager l'histoire de leur entreprise et de la construction de la relation entre les 3 associés et cofondateurs. Alors, un peu de contexte sur Meet My Mama. Lubna Ksibi, Donia Amamra et Youssef Oudaman ont créé la start-up Meet My Mama en 2017. Ils ont imaginé Meet My Mama pour valoriser le savoir-faire culinaire des femmes du monde entier, pour permettre à ces femmes de vivre de leur talent et pour rendre l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, plus durable et plus responsable. Aujourd'hui, Meet My Mama, c'est un traiteur engagé et une école de formation pour les mamas. Donia donc a accepté mon invitation et en novembre 2021, j'ai rejoint la capitale pour enregistrer cet échange avec Anan et Donia dans les locaux du cabinet CMD Avocats. À partir de l'histoire de Meet My Mama et du témoignage de Donia, Anan et moi parlons au cours de cet échange, entre autres, des opportunités et des risques dans la création d'une entreprise entre associés, de facteurs clés de succès et des points d'attention pour construire et nourrir une relation d'associés de qualité, des situations de blocage et de ce qui peut être mis en place pour les éviter ou les lever, de la manière de faire des choix entre associés, ou encore d'amitié, d'aventures humaines et entrepreneuriales et de levée de fonds. Si vous êtes associé, ou si vous avez pour projet de vous associer, ou si vous êtes tout simplement engagé dans une relation partenariale au sens large, eh bien cet épisode devrait vous éclairer. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anan. Bonjour Ariane. Bonjour Donia. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans un épisode de l'éclairage d'Avez-vous choisi. Merci Anan de nous accueillir dans les locaux de CMD Avocats à Paris. Le point de départ de cet épisode, c'est en fait notre rencontre en tant que bougeuse, donc de Bouge ta boîte, et puis de nos discussions, nos conversations sur l'importance des relations entre associés et l'importance de travailler la qualité des relations entre associés. Et puis aussi un constat qu'on partage, qui est que c'est une question qui est finalement un peu négligée par les associés eux-mêmes très souvent, qui est trop peu abordée et trop peu souvent mise en lumière. Donc on a souhaité créer un épisode de l'éclairage dédié à cette question de la relation d'associés. Et donc j'ai le grand plaisir de t'accueillir, Donia. Tu représentes donc l'entreprise Meet My Mama. Vous êtes 3 associés. Et donc merci à toi de partager votre aventure à la fois entrepreneuriale et puis humaine. Une première question sur l'histoire de Meet My Mama. Comment Meet My Mama est né? Alors c'est une très bonne question et c'est un peu une histoire inattendue. Je sais pas si tu en entendras des histoires similaires. Donc en fait à la base, moi j'étais étudiante, j'étais en année de césure, donc je faisais un stage en communication dans un cabinet de conseil et j'ai rencontré Lubna à la base, donc qui était juste devenue une amie. On s'entendait très bien et un jour, un soir, on mangeait et on a eu une idée. On s'est dit qu'on voulait faire quelque chose pour aider les femmes au foyer à vivre de leur passion pour la cuisine. Et de là, on s'est lancé sans vraiment se poser de questions, sans vraiment se dire ce qu'on allait faire. À la base, on était juste passionnés de culture, de découverte, de cuisine. On avait toutes les deux fait des échanges universitaires à l'étranger et notamment aux États-Unis. Moi, je faisais beaucoup de bénévolat à l'époque, donc j'embarquais avec moi un peu Lubna
quand je pouvais. Et puis un jour, on n'arrivait pas non plus aussi à trouver notre place, on va dire, en entreprise. Et donc on s'était dit qu'on allait créer notre place nous-mêmes et qu'on voulait aussi avoir de l'impact. Et c'est comme ça un petit peu que l'histoire a commencé. Mais en fait, quand on s'est lancé, on n'a rien lancé. C'est-à-dire que c'était une idée, mais il n'y avait pas, désolée Anna, ni de structure, ni rien du tout. Juste nous, notre idée. Et puis on a commencé à faire des petits événements un petit peu par-ci par-là. Et en fait, quelques mois après, ça c'était à peu près mars 2015. Il y a eu je sais plus, c'est mars 2015 ou mars 2016, mais en tout cas, il y a eu la fin mars 2015. Après, on a continué nos études. Moi, je suis entrée en master 2. Luna en master aussi. J'ai été diplômée. Le projet était toujours là, mais un petit peu en stand-by. On savait pas vraiment ce qu'on allait faire. Et en fait, quelques mois après, on reçoit un message. Et c'est là où l'histoire continue. Il y a une petite péripétie. On reçoit un message d'un certain Youssef, qui nous dit qu'il a une idée un peu similaire à la nôtre, qu'il a un projet, nous on l'avait appelé Mama Cooking, lui il l'avait appelé Mama's Kitchen, et en fait il nous dit, bah voilà, je suis tombée sur votre page Facebook, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? On a dit, bah ok, à la base on s'est dit, on l'a pas vu dans notre benchmark, c'est bizarre, mais bon, on y est allé, et on l'a rencontré à la gare Saint-Lazare. Et en fait, pendant 6 mois, c'était un peu notre siège social. Gare Saint-Lazare, à côté du Burger King et du Starbucks, parce que je prenais le train pour rentrer. Et on s'est rencontrés, et on s'est tout de suite très bien entendus. Et on a décidé de s'associer après, je crois, 2 rencontres, un événement qu'on a organisé ensemble, sans se poser de questions, et pareil, sans vraiment réfléchir à ce que ça voulait dire s'associer. D'accord. Donc au départ, c'était un projet plus d'association avec non, c'était tout de suite une entreprise. Alors au départ, on a lancé on a ouvert une association parce que c'était le statut le plus simple quand tu veux entreprendre. Il y a beaucoup moins de démarches administratives et tu peux aussi avoir des subventions qui peuvent t'aider pour démarrer ton projet. Mais dans notre tête, on était très clair, on voulait monter une entreprise. Donc en fait, on l'a fait quelques semaines après. On a commencé à l'asso et puis après direct, on avait une SAS et une association. Et donc on était ensuite tous les 3 associés, mais on se posait pas encore toutes les questions d'un point de vue juridique sur ce que ça voulait dire s'associer. Ok, donc entre vous le déclic entre copines à se dire bah tiens on y va, on se lance, et puis l'association qui est conclue avec Youssef, il se passe combien de temps? Quelques mois, hein, à peine un an. En fait, ouais, à peine un an. Ok, donc ça part de manière, on va dire, un peu artisanale, avec en plus la possibilité, voilà, une rencontre qui fait que bah tiens, on a la même idée, on y va. Anan, avec ton regard d'avocate en droit des sociétés, quel est ton retour, quel est ton regard? Alors c'est assez classique finalement. Les clients qu'on rencontre ont un projet commun. En plus, on voit de plus en plus maintenant que il y a sur les réseaux sociaux, on recherche des associés qui pourraient travailler sur le projet. Donc là où c'est original, c'est que c'était il y a plus de 6 ans, et ils se sont trouvés finalement grâce aux réseaux sociaux, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Donc c'est vrai que l'histoire, l'origine de base, elle est assez fréquente, et souvent les associés qui viennent nous voir nous disent voilà, on s'est vraiment rencontrés, on veut vraiment faire la même chose, on a une vision qui nous paraît commune. Donc oui, moi ça fait écho, enfin ce que dit Donia fait écho dans moi ce que je rencontre au quotidien avec nos clients. Donc moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement il y a une forme d'évidence en fait dans votre rencontre à 3 associés, de vous dire bon bah oui, on a en gros des idées qui se rejoignent, ça match plutôt bien tout de suite, et vous vous lancez comme tu l'as dit sans avoir forcément pris en considération les enjeux autour de ce qui est une relation d'associé. Non, on va dire que ce qui nous a dit qu'il fallait qu'on s'associe, c'était les valeurs. En vrai, puisqu'on ne le connaissait vraiment pas en fait, donc on aurait pu se dire mais c'est bizarre, tu le connais pas, qu'est-ce que t'en sais? Enfin moi mes copines, je me disaient mais vous le connaissez pas, ça fait même pas quelques jours, quelques semaines, est-ce que vous êtes sûr, etc. Mais en fait on a juste partagé les mêmes valeurs. Quand on lui a parlé à la fin du premier rendez-vous, vraiment on s'est dit en vrai il est comme nous, mêmes valeurs, mêmes principes, même vision, même vision stratégique, même vision à impact, et envie d'en faire un business qui rapporte et qui a aussi de l'impact. Et puis voilà. Après, je pense que ça aussi est un feeling. Je pense que quand on rencontre certaines personnes, il y a un petit truc, et ce petit truc,
c'est pas facile à exprimer ou à expliquer. Ce que j'entends quand même, c'est que vous avez pris le temps de percevoir qu'il y avait un socle commun qui était suffisamment solide. Exactement. Pour se lancer avec quelqu'un dont oui, on perçoit qu'il y a quelque chose, ça pourrait le faire vraiment, même si effectivement, comme disaient vos amis, mais attendez, vous le connaissez pas. Mais à la fois la vision associée à cette intuition qu'il y a quelque chose à faire ensemble, ça vous a suffi pour enclencher l'association. Ouais. Ok. Et à quel moment vous prenez peut-être conscience qu'il faut peut-être structurer ou poser un cadre de fonctionnement entre vous sur comment on fonctionne à trois en tant qu'associés au quotidien? Juridiquement et puis aussi dans le quotidien, j'ai envie de dire. Alors dans le quotidien, on va dire que on a beaucoup on se ressemble sur pas mal de points. Mais on a aussi chacun, et on l'a vu au fur et à mesure, des spécialités ou du moins des compétences, des compétences particulières. Donc on va dire que on fait vraiment en fonction du moment, il y a ça à faire, qui se sent le plus à même de le faire. Et deux, après on se rend compte en fait, il y a qui se sent à même et qui sait vraiment bien le faire et qui a envie mais qui ne sait pas le faire. Et je pense que c'est ces questions-là qui, jusqu'à aujourd'hui, on est encore en réflexion sur c'est quoi notre rôle, c'est quoi vraiment chacun notre valeur ajoutée, etc. On est tous les trois passés par tous les métiers. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu comme ça échanger et puis se dire ça c'est bien, ça non, etc. Puis après progressivement, ça a été les appétences de chacun, les compétences de chacun, et c'est pas figé. On va dire que la première année, on a chacun fait des choses. La deuxième année, on a changé. La troisième année, pareil. Là, on rechange. On teste une nouvelle méthode. On voit si ça marche. Si ça marche pas, pourquoi. On essaie d'améliorer. Donc, en vrai, et je pense que nous-mêmes, on grandit et nous-mêmes, on a d'autres aspirations. Et on se pose tous des questions, je pense, tous les jours. Donc, est-ce que ça, je suis vraiment bonne? Est-ce que ça, j'aime vraiment le faire? Et même là, je peux pas encore vous dire, ça, c'est mon rôle. Non, en vrai, je pense que ça va changer encore dans quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est vraiment en fonction de ça qu'on prend en compte. Et d'un point de vue juridique, en réalité, on n'a pas du tout fait de contrat d'associé jusqu'au jour où on a levé des fonds. Normalement, on le fait avant. Alors, la plupart des associés, Anna pourra en parler après, mais en tout cas, on les encourage à le faire avant. Et nous, c'est vrai que vu qu'on s'entendait bien et que je pense qu'on a aussi réussi à mettre des instances pour pouvoir se dire quand ça va pas, même si c'est difficile, quand on est amis avant tout. Et là-bas, c'est l'amitié. C'est difficile de se dire les choses. Quand ça va, c'est ok, c'est facile, mais quand ça va pas, c'est plus compliqué. On a chacun une personnalité différente. Parfois, c'était pas évident de trouver les bons moments, oser se dire les choses. Même aujourd'hui, je pense que on n'est pas encore à 100% à même de se dire les choses totalement. Ça dépend des moments, ça dépend de l'environnement. Mais du moins, on a des valeurs communes. Encore une fois, c'est vraiment les valeurs, le respect, la bienveillance. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tenu. Et par rapport au pacte, quand on a dû lever des fonds avec un quatrième associé, j'ai envie de dire, on doit faire un pacte, et c'est là où on a fait le pacte. Ok. Alors on va revenir sur le pacte d'associés, mais avant ça, j'aimerais souligner cet enjeu autour de l'échange et de la communication et comment est-ce que c'est important d'avoir une communication, on va dire, ouverte, franche, bienveillante, mais sans complaisance aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut trouver le juste, parce que comme tu l'as souligné, c'est une histoire d'amitié, et donc il y a aussi beaucoup à perdre dans une relation d'associés. Beaucoup nous ont dit, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est fou quand même, vous êtes encore là après 5 ans tous les trois et que vous vous entendez toujours bien. Et oui, et j'espère que ça va continuer. Et puis vraiment, je pense que quand on a la bienveillance, le respect et de l'empathie, on se met à la place de l'autre aussi, même si on pense avoir raison, on va quand même se dire ok, mais l'autre, si je me mets dans sa tête, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle pense ça, et faire des compromis. C'est un peu comme un mariage, j'ai envie de dire, si on ne le fait pas, ça marchera pas, et je pense qu'aucune relation ne peut marcher si on n'a pas ça. Et tu as évoqué un point essentiel, tu as parlé de temps d'échange, tu as parlé même d'instance. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre concrètement pour justement, ce que j'appelle souvent, comment est-ce qu'on lève le nez du guidon à un moment donné, parce qu'on peut être tout à fait pris dans le quotidien, chacun dans son tuyau et dans son silo, et voilà, il y a rien qui se passe, on se voit pas, on se parle pas. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir communiquer justement et vous dire les choses? Au début, c'était vraiment ça, on n'avait pas le temps, on était chacun dans le tête dans le guidon. Moi, la première, et je pense que c'est moi la plus dans la tête dans le guidon, qui prend moins tes hauteurs, qui est très ok, il y a ça, on y va, sans trop se me poser. Et eux, ils m'ont appris aussi à me dire non, on s'arrête, on prend la hauteur, on se pose. Mais au début, c'était quand même compliqué de trouver les moments. Et puis après, on a mis dans nos agendas en fait des demi-journées, une fois par semaine, où on est obligé d'être là.
ça marche au début, puis après il y a le rush qui revient, donc on se revoit moins. Mais là, ça va, depuis le début d'année, on arrive à tenir notre instance du lundi soir, où on a déjà un moyen de communication, on peut mettre les points bloquants, donc comme ça on les oublie pas. C'est un channel sur Slack où juste on écrit les mots, comme ça on n'oublie pas d'en parler, parce que c'est aussi important de noter, parce qu'on peut vite oublier. Et deuxièmement, on a ces moments tous les lundis où on en parle, on débloque les situations. On essaie de trouver des moments aussi où on fait des petits séminaires entre nous. On en a fait un. Et on en a fait un à Nantes d'ailleurs, où on est parti 3 jours et on s'est posé. On essaie de plus en plus, même si encore une fois c'est difficile parce qu'on est une boîte très opérationnelle encore. Nous-mêmes les fondateurs, on est encore très dans les opérations. Donc il faut trouver les bons moments. Il faut aussi parfois se forcer. Et voilà, ouais, c'est un peu des intentions. Et puis après, même si ça c'est peu compliqué, on essaie quand même d'avoir des moments entre nous où on parle pas forcément de travail, même si c'est compliqué. Et on essaie de manger ensemble ou enfin faire des choses aussi autres, même si j'avoue que c'est quand même compliqué. Ce que j'entends en tout cas, c'est dans votre approche, vous êtes vraiment dans une logique de essai, erreur, ajustement, où perpétuellement vous trouvez les moyens de mettre du lien en fait dans tout ça pour que ce soit le plus fluide possible, à la fois dans votre relation, mais aussi au service de l'entreprise. Ouais. Et donc ça, c'est déjà extra. Bravo d'avoir cette attention. Oui, mais c'est parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est très facile d'être le nez dans le guidon et de partir chacun dans sa direction, et que finalement les sujets de frustration, d'incompréhension, de quiproquo. Ouais. Voilà. Après, je pense que de nous trois, dans notre nature, on est très gentils, on va pas se mentir, très gentils, très empathiques, peut-être parfois trop, je pense, mais surtout, on n'aime pas les conflits et encore moins les conflits entre nous. Enfin, par exemple, je sais pas s'il y a un truc qui va pas aller avec Luna, avec Youssef, on va s'appeler, on va se dire les choses, on va essayer de régler la situation. Enfin, on peut pas, moi personnellement, et c'est pareil pour eux, on peut pas dormir sur un truc où ça va pas. Parce que ça sert à rien et après ça va envenimer les choses. Et encore une fois, on a une équipe, on va jamais même si par exemple on va pas être d'accord, je sais pas, moi je veux dire un truc, Luna va dire un truc et je suis pas d'accord avec elle, devant les équipes, je vais jamais montrer mon agacement ou elle va jamais montrer qu'elle est pas d'accord. On va vraiment essayer de se dire après, quand il y a personne, pour même pas aussi montrer chez les autres. Et encore une fois, les conflits, on les règle et on fait preuve de bienveillance et d'empathie et de s'excuser aussi. Je pense que c'est important de dire ouais, c'est vrai, désolé, je savais pas que ça t'avait blessé ou quoi. On essaie de plus en plus en tout cas à se dire les choses et à toujours trouver une solution. Vraiment, encore une fois, c'est d'abord c'est la base. Si on s'entend pas, ça va pas marcher. Même si on a les idées, même si on a je pense que tu as dû voir quand il y a des engueulades ou autres conflits entre des associés, ça a des impacts sur l'entreprise et sur les personnes en fait. Donc vaut mieux éviter. Oui, complètement. D'ailleurs, ça peut être une source de fermeture de la société. Il y a beaucoup de sociétés qui nous disent 3 associés c'est risqué, et il y en a plein qui 2 ça va, mais 3 apparemment c'est genre là où il y a beaucoup de ruptures quoi. Oui. À un moment de leur parce que c'est le triptyque, c'est le fameux triptyque. Déjà le duo est compliqué aussi. La gouvernance bicéphale à 2 têtes, c'est compliqué. Alors si on rajoute une 3e personne, en plus c'est un père. En plus il y a effectivement, mais c'est un nombre impair, donc il peut y avoir un équilibre des alliances. En fait, je pense que la force de Meet My Mama, c'est que ils ont, sans en prendre conscience, ils ont mis en place leur pacte. Parce qu'on a parlé d'instances, on a parlé d'une réunion hebdomadaire que nous on appelle un comité stratégique. En fait, c'est ce que vous avez mis en place. Vous avez réfléchi sur la gouvernance, comment prendre les décisions. Vous notez les points bloquants pour justement ne pas les oublier et vous avez créé des moments pour parler sur votre société et sortir de l'opérationnel. Donc et ce qu'on fait nous avec les associés, c'est vraiment ça. C'est tu as parlé des rôles tout à l'heure de chacun. Vous vous posez la question, ce qui est rare, ce qui est souvent négligé. Souvent, c'est chacun prend des missions de manière spontanée parce qu'on pense que l'un est plus apte. Et vous vous êtes posé la question de qui fait quoi, qui aime faire quoi, et en plus se dire ça peut changer, ça peut évoluer. C'est ce qu'on travaille dans le pacte d'associés. Aujourd'hui, on écrit. C'est ce que juste vous n'avez pas fait, mais vous avez fait la réflexion en amont, et c'est pour ça que je pense que ça a marché et que ça dure. C'est que vous avez eu cette réflexion-là, mais c'est juste que vous n'avez pas écrite. Mais vous avez un process, vous avez une instance, vous avez des moments
de décision, vous avez des codes de majorité, de comment on prend la décision, à quel moment. Donc oui, je pense que vous avez créé un pacte d'associés, mais un peu abstrait finalement. Il vous manquait juste le fait de l'écrire en fait, hein. Et vous l'avez fait avec l'arrivée du fonds d'investissement, puisque voilà, c'est pour le coup c'était devenu une obligation. Mais je pense que c'est ce qui a été le succès, parce que vous vous êtes vraiment posé les questions. Vous l'avez simplement pas écrit dans une charte. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est que en fait, on dit toujours que dans un collectif repose sur 2 axes. Il y a le lien et il y a la loi. Et en fait, selon la configuration de départ, eh bien, c'est, par exemple, dans ta relation d'amitié au départ, vous étiez toutes les deux entre copines, le lien était plus fort que la loi. Donc, la loi, il a fallu la définir petit à petit. Et en fait, l'arrivée de Youssef a fait que, de toute façon, le lien n'existant pas, même si on avait l'intuition que ça allait bien fonctionner, il a fallu créer de la loi, en fait, de donner un minimum de repères, valider qu'en termes de posture, qu'en termes de valeur, qu'en termes de cap à se donner, vous étiez sur une base commune. Et donc après, sur votre dynamique d'essai, erreur, ajustement, comme tu dis, Hanan, très justement, ça s'est mis en place par la force des choses et par les situations qui ont émergé au fur et à mesure. Ce que je trouve très intéressant, tu disais tout à l'heure que vous étiez des personnes profondément gentilles, et en même temps, ce que je trouve précieux dans la démarche que vous avez mise en œuvre, c'est que vous ne cherchez pas à tout prix la paix. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit une paix malsaine, parce que le risque très souvent dans les personnes qui, notamment quand on est déjà 2, 3, voire même parfois plus de personnes, on hésite à être soit le rabat-joie de service, l'oiseau de mauvais augure, la personne qui dit mais là ça va pas, faut qu'on en parle, ou tout simplement cette peur d'affronter les problématiques et les situations. Et donc parfois dans des collectifs, on va préférer maintenir un semblant de paix en surface. Ça passe. Il y a des quiproquos de temps en temps. Bon, oui, il y a des non-dits, mais ça tient. Jusqu'ici tout va bien. Le fameux jusqu'ici tout va bien, jusqu'au jour où ça explose. Après, on essaie vraiment de faire attention à ça. Après, je dis, c'est pas du tout parfait, hein, parce que je pense qu'il y a encore une fois des moments où on va pas oser dire les choses parce qu'on veut pas blesser l'autre. Donc on essaie de trouver les moyens de dire, on va dire, mais pas tout. Et après, mais en tout cas, on travaille vraiment pour pas qu'il y ait ça et qu'il y ait pas de conflit, encore une fois. Et je trouve aussi que on est 2 filles, un garçon, et la société fait que quand on est 2 filles, on veut aussi beaucoup nous mettre en opposition parfois. Enfin, c'est pas nous, mais la société fait qu'il y a des fois des moments. Et justement, on essaie vraiment qu'il n'y ait pas du tout ça et qu'on s'entraide. En fait, le but c'est qu'on s'accompagne pour grandir chacune et chacun. Mais c'est pas facile. Et donc, on a évoqué l'écriture d'un pacte d'associés. Hanan, tu disais très justement qu'en fait, il était déjà là et qu'il y a eu finalement un événement qui est l'arrivée d'un 4e associé qui a activé la formalisation et la structuration d'un pacte d'associés. En quoi c'est important, Hanan, de structurer justement et d'acter, de penser la relation d'associés à travers un pacte d'associés? C'est important parce qu'en fait c'est ce qui on va mettre en place les règles du jeu en fait. La société elle va vivre, elle va avoir ses projets, ses salariés, et on va prévoir les règles du jeu qu'il faudra utiliser à certains événements de la société. Et il y a 3 grosses thématiques dans un pacte. Il y a la gouvernance, donc c'est ce qu'on disait, et c'est ce que vous avez fait de manière empirique, sans le savoir, enfin sans en prendre conscience. Il y a comment on prend les décisions, qui prend les décisions, à quel moment on prend les décisions, à quelle fréquence. Ça, c'est toujours un sujet qu'on a. Voilà, à quelle majorité, est-ce que par exemple on est unanime sur tout? L'unanimité peut engendrer le blocage, donc on va plutôt aller sur une règle de majorité. Est-ce qu'il y a des droits de veto sur des décisions qui nous paraissent tellement substantielles et importantes pour la société que là, peut-être qu'il y a un droit de veto d'un des associés. Donc ça, c'est vraiment un bloc du pacte d'associés, la gouvernance, mais c'est le pilote dans l'avion, donc c'est crucial. Et s'il y a des non-dits, s'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, on peut se retrouver dans des difficultés parce on s'est peut-être bloqué dans des clauses de majorité qui ne nous conviennent pas, en tout cas qui ne sont pas adaptées à la société. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui va porter sur
sur les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements d'action, donc les départs et parce qu'on est un peu comme au théâtre, hein, il y a des associés qui rentrent et puis il y en a qui quittent la scène. Alors soit parce que il y a un projet, nous on a déjà vu par exemple un associé qui s'expatriait pour des raisons personnelles ou professionnelles et qui ne pouvait plus. Donc comment on fait? Ça peut être un événement un peu plus malheureux comme le décès. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que les héritiers deviennent des associés? Mais non, parce que nous, en fait, on s'est associé avec un tel, on s'est pas associé avec ses enfants. Donc, comment on gère ce moment de vie qui peut arriver? On a vécu le Covid l'année dernière, donc c'est pas ça peut totalement arriver. On définit d'ores et déjà, on peut pas tout prévoir. Hein, c'est pour ça que le pacte va évoluer aussi au fur et à mesure de la vie de la société. Mais on essaie de prévoir un maximum de situations. On va aussi prévoir la vente de la société. Comment on fait si quelqu'un vient nous voir, un acquéreur, un industriel intéressé par notre société qui veut acheter 100% du capital, comment on fait? Est-ce que s'il y en a qui sont pas d'accord, on vend quand même? Est-ce qu'on fixe une majorité? Alors on va généralement dire que s'il y a 80% des associés qui veulent vendre, on considère que c'est dans l'intérêt social, parce que la majorité est souvent le garde-fou de l'intérêt social. Donc on sait que si jamais il y en a 80% qui sont d'accord, on vend à la société parce que c'est dans son intérêt, même s'il y a 20% des associés qui n'étaient pas d'accord. Donc on va travailler sur toutes ces clauses. On va travailler sur une éventuelle hypothèse de levée de fonds. Comment on fait? Est-ce qu'on a un droit d'antidilution si quelqu'un arrive? Parce qu'on va forcément être dilués, nous les fondateurs. Et le dernier sujet, c'est l'argent, qui est souvent négligé. C'est comment on se rémunère, parce qu'on est quand même là pour une entreprise, pour un projet entrepreneurial. Donc on n'est pas dans du bénévolat, on n'est pas dans l'associatif. Donc là, la question de la rémunération est souvent négligée. Et nous, on travaille, la rémunération en tant que dirigeant et la rémunération en tant qu'associé, les bénéfices. Est-ce qu'on se distribue des bénéfices? Quand? On peut laisser par exemple 4-5 ans à la société le temps de se développer, mais se mettre d'accord qu'au bout de 4-5 ans, on commence à se distribuer des résultats si la société fait des résultats. Donc on travaille toutes ces questions-là et du coup on lève des non-dits, on lève des suppositions là où on pense que de toute façon on trouvera un accord, sauf que quand il y a une situation de conflit, on ne peut plus trouver d'accord. Donc l'avantage du pacte, c'est qu'on a fixé les règles du jeu avant, et donc s'il y a un conflit, on peut ressortir le pacte, on peut ressortir le cadre en disant on avait prévu ça, on s'était dit que dans cette situation on ferait ça. C'est tout l'intérêt en fait de réfléchir, de penser les choses en amont et à froid, ce que j'appelle à froid, c'est-à-dire on n'est pas dans une situation où ça y est, le blocage est là et il faut décider, il faut trancher. C'est généralement là que les décisions sont complexes à prendre et où il y a beaucoup d'émotionnel qui peut complexifier encore plus la relation et donc mettre en péril encore davantage d'éventuelles relations d'amitié, voire même parfois c'est en couple, enfin il peut y avoir plein de configurations. Donc tout l'intérêt, c'est de, le plus possible anticiper, penser les choses. Tu mentionnais des décisions qui peuvent être associées à des événements ponctuels, comme la vente ou des configurations très particulières qui peuvent surgir. Et puis en même temps, et mentionner moi un sujet qui me passionne, qui est le processus de décision. Ça parle du choix à nouveau. Et ça, pour le coup, ça impacte aussi le quotidien. Tu disais, Donia, que c'était un sujet qui était encore en réflexion. On est 3 associés, mais maintenant on est 25 en tout. Donc oui, on prend des décisions, mais on a aussi envie d'inclure les équipes dans certaines décisions. Mais à partir de quand on est sur des projets, des sous-projets, enfin, c'est le sujet de la prise de décision, c'est un vrai sujet et ça prend du temps. On peut pas d'emblée se dire on est associé donc on prend toutes les décisions parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité quand on a une équipe. Mais il faut aussi faire comprendre pourquoi parfois ça va être nous qui allons prendre certaines décisions, mais parfois non, c'est pas à nous, mais si ça se passe mal, c'est pas nous, mais c'est tous ensemble. Enfin c'est quand même compliqué et c'est encore des sujets sur lesquels on essaie d'avancer, de travailler. Et à ce stade, est-ce que vous avez défini justement, je sais pas, une typologie de décision ou pas encore. On est encore en train d'y travailler. Okay. On teste des méthodes, par exemple la méthode RACI avec un responsable. J'ai oublié la définition, mais il y a responsable, quelqu'un qu'on va consulter, qu'on va informer,
Donc, on peut être plusieurs sur une décision, on peut être juste être informatif, donc on va entendre la décision, et ça nous concerne pas forcément, donc on n'a pas forcément notre mot à dire. On peut le donner, mais ça va pas forcément être pris en compte. On peut avoir le responsable qui, là, pour le coup, c'est lui qui va prendre la décision finale. Il va prendre les avis des personnes qui sont avec lui, mais c'est lui qui aura la responsabilité finale. C'est encore en travail, hein, donc on n'est pas encore à 100% avec tous les process pour prendre toutes les décisions avec les équipes notamment. Et ce sont les situations, j'imagine, qui émergent, qui font que ce sujet est adressé au fur et à mesure. C'est ça. Okay. Et encore une fois, inclure les équipes, on veut pas nous contre eux, mais c'est plutôt nous avec eux, et donc ils sont aussi impliqués sur ça. Okay. Par rapport à la construction, toute cette relation d'associés, on a vu donc cette première phase, vous avez construit les choses au fur et à mesure, en testant, en faisant, puis petit à petit les choses se sont structurées, et qu'en même temps, la vie d'une entreprise, c'est d'abord la vie, donc voilà, il y a à chaque fois de nouveaux sujets, de nouvelles manières de faire. Est-ce que vous avez fait le choix à un moment donné de vous faire accompagner, que ce soit par des avocats ou par des coachs, par exemple, qui vous accompagnent pour prendre de la hauteur et structurer un peu toute cette organisation? On a fait pas mal d'accompagnement, mais là c'était plutôt avec des incubateurs, des accélérateurs, etc. On a des avocats, de super avocats qui nous accompagnent sur tous les projets quand il y a des contrats ou d'un point de vue juridique, et qui a aussi notamment fait notre pacte d'associés. Après, sur nous et sur comment non, pas vraiment. Ou alors j'ai oublié, mais non, on n'a pas eu de grands accompagnements. On a plutôt fait, nous, avec notre bon sens. Par contre, on a demandé beaucoup de conseils à d'autres entrepreneurs. Parce qu'au final, c'est les autres entrepreneurs aussi qui sont passés par certaines étapes. On a aussi des réseaux qui nous ont accompagnés, Réseau Entreprendre, etc., sur des questions managériales. Mais c'est beaucoup été l'échange avec les autres entrepreneurs la veille pour vraiment voir un peu ce qui se faisait, comprendre, tester. Et ouais, mais c'est principalement comme ça qu'on avance. Et avec le recul, du coup, sur c'est 7 ans, c'est ça? 6? Non, 5. 5 ans. 5 ans de recul, quels sont les facteurs clés de succès qui font que vous en êtes là aujourd'hui, et quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés dans la construction de votre relation d'associé? Alors, je pense que les facteurs clés de succès de notre relation d'associé, c'est le fait qu'on ait partagé les mêmes valeurs dès le début, et que c'est les valeurs qui nous ont fait rencontrer et fait s'associer. Si on ne partageait pas les mêmes valeurs, je pense qu'on n'aurait pas pu tenir. C'est d'être amis aussi. C'est d'avoir des qualités comme, je pense, la patience, la communication, l'empathie, la bienveillance, le respect. Et c'est aussi le fait qu'on ait envie que chacun de nous trois puisse s'épanouir pleinement. On va pas penser individuellement, mais on va essayer de penser en groupe. Et donc, ça c'est important, je pense, pour les futures personnes qui vont s'associer. C'est important de se dire qu'on est trois et que c'est pas une personne, et qu'on n'ait pas d'ego. Je pense que c'est aussi une question dans le cadre d'une association. C'est la question de l'ego. Et je pense que peut-être Anand pourra en parler, mais parfois quand une personne a plus d'ego que l'autre, ça peut soit être mal interprété, ou bien l'extérieur peut aussi jouer et venir ah mais nanana nanana, et tous ces nanana, on essaie de pas les écouter, et justement ça c'est aussi un apprentissage. Quand il y a des soucis, c'est entre nous, et on peut se dire je vais demander à une copine qu'est-ce qu'elle en pense, et en réalité et moi-même j'ai déjà fait, c'est naturel de demander à la personne avec qui on est, avec ses amis, sa famille, ses proches, demander un avis, et en vrai on se rend compte, et moi je me suis rendu compte que les autres personnes n'ont pas le contexte, donc avoir le contexte d'une personne sur trois, en vrai, même si parfois on pense qu'on a raison, c'est pas totalement à 100% la vérité. Donc je pense que c'est vraiment aussi ça, se dire on essaie d'être entre nous, et on prend les décisions entre nous, et on se dit les choses entre nous, et on trouve des solutions entre nous. Demander conseil, je dis pas que c'est pas bon, parce que je peux le faire aussi, mais ça dépend à qui. Faut vraiment faire attention. Et parce que moi, comme je disais, on a tendance à, quand on est trois, mais c'est naturel, c'est la société qui fait qu'on a grandi dans un monde où on aime bien se comparer. Et donc on va vouloir forcément comparer les trois, ou mettre les trois en rivalité. Les filles, elles adorent faire ça, on va pas se mentir, se mettre en rivalité, et en fait c'est là notre force, c'est que non, en fait c'est nous, et on va pas faire attention à l'environnement extérieur.
Oui, j'entends le besoin, enfin, la vigilance que tu mentionnes, c'est comment est-ce que je m'éloigne le plus possible du poison de la comparaison, et comment est-ce qu'on œuvre vraiment, on garde toujours en tête qu'il y a une autre personne en plus des trois qui est, en plus des salariés bien évidemment, mais notamment dans les décisions et le cap qu'on prend, c'est l'entreprise elle-même qui est, c'est ça, voilà, c'est bien une personne aussi. Exactement, et c'est comme tu dis, c'est ça aussi, c'est qu'en fait on a la même vision. Et on a les mêmes objectifs stratégiques, en fait, commerciaux, business, impact. Et en fait, quoi qu'il arrive, la décision à la fin, si c'est bon pour l'entreprise, même si de base c'est pas quelque chose qu'on voulait forcément, si on se rend compte que c'est ça qu'il faut pour l'entreprise, on va le faire, ou pour notre relation d'associé. Et mettre de côté son ego, c'est là aussi, enfin, ou se dire, bon, oui, peut-être que j'ai raison, mais en fait, pas totalement, ou du moins, pas à 100%. Oui. Donc, je vais écouter l'autre et si ça marche pour l'entreprise, on va pas non plus tout faire pour casser l'entreprise, enfin, c'est pas le but. Se souvenir qu'on œuvre pour la pérennité d'une entreprise qui est en fait une entité qu'on a co-créée et pour laquelle on travaille. Et ça, comment ça résonne, Hanan? Évidemment, et c'est pour ça que je pense que Meet My Mama est un succès, c'est qu'en fait, la société a transcendé les individualités d'associés. Et en fait, c'est ça, le projet de société. Et moi, ce que je perçois, on appelle ça, nous, dans le jargon, on utilise pas mal de mots en latin, en droit, et c'est l'affectio societatis, c'est-à-dire vraiment la volonté de s'associer. Il y a un objectif qui est très clair, et c'est pour ça que ça dépasse les individualités, ça dépasse les égos parce qu'on a tous un petit peu d'ego, et que finalement, en fait, on œuvre dans un sens commun, dans un intérêt social commun, qui est bien déterminé. Alors, encore une fois, vous l'avez pas écrit à l'origine, mais vous l'aviez bien ancré dans votre tête et vous l'avez partagé. Et c'est ce qui fait qu'en fait, du coup, la société devient une personne morale qui transcende, qui dépasse ses associés. Et c'est pour ça que même si les associés se fâchent, il faut que la société, elle continue de vivre parce qu'elle a une vie à part entière. Et c'est pour ça que voilà, le pacte est déterminant, parce qu'en fait, il va déterminer les moments où quand il y a un conflit d'associés, il faut que ça continue quand même, parce que la société, elle a un projet, elle a un objectif, elle a des salariés, et elle a une existence propre. Elle a une existence propre et elle n'a pas forcément le même intérêt que l'intérêt de chacun de ses associés. Donc, plus on a anticipé en fait ces situations-là, plus on peut se référer au cadre au sein duquel on va pouvoir faire évoluer notamment les égos. Et là, je rebondis là-dessus. Pour moi, ça souligne l'importance du pacte relationnel pour le coup, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à se connaître soi déjà, comment est-ce qu'on apprend à connaître les autres associés, et comment est-ce qu'on apprend à naviguer avec les personnes que nous sommes et puis que nous devenons aussi, tu l'as dit, on change, on évolue, nos appétences, nos compétences, nos envies, voilà, et puis notre capacité à nous mobiliser pour l'entreprise. Donc tout ça, c'est quelque chose de très mouvant et de très vivant. Et donc plus on a pu anticiper les cas de figure et se dire, bon bah voilà, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, quel cadre on établit pour pouvoir fonctionner au mieux, en sachant que la question c'est pas est-ce que des conflits vont surgir ou des points de divergence vont émerger, mais quand est-ce qu'ils vont émerger, et du coup quand ils vont émerger, comment est-ce qu'on va se retrouver autour d'une table ou pas, est-ce qu'on aura un document auquel se référer qui va déjà pouvoir désamorcer les enjeux d'ego parfois, comme tu mentionnais tout à l'heure, et puis nous donner finalement notre feuille de route, c'est-à-dire qu'on a déjà les premiers pas qui sont là, on a posé des jalons qui nous aident à éviter soit le conflit frontal où tout peut s'arrêter, se bloquer et amener à la mort de l'entreprise. Si on est sur un 50-50 par exemple entre associés, un qui dit oui, l'autre qui dit non, chacun qui campe sur sa position, au bout d'un moment on arrive à une liquidation. Et puis de se dire, en fait, c'est pas mieux non plus d'avoir une paix, comme je disais tout à l'heure, malsaine, où on se dit rien parce qu'il faut que ça tienne, et puis, non, on veut pas de conflit frontal, justement. Mais il y a un moment donné où les choses sont, on est dans le mur et on n'avance plus. Donc si on n'a pas préparé ces cas de figure-là, si on les a pas imaginés, ça devient très difficile de les aborder sereinement et de manière apaisée. En tout cas, je vois que le parcours est déjà très beau jusqu'ici. Aujourd'hui, Donia, tu dirais que la mission de Meet My Mama, c'est quoi ? Notre mission, c'est de révéler les talents culinaires de femmes qui sont passionnées par la cuisine et qui ont envie d'en faire leur métier. Et aujourd'hui, cette mission, elle nourrit une vision qui est plus large,
et qui est de rendre la société et l'industrie alimentaire plus inclusive, plus durable et plus responsable. Et aujourd'hui, on a 2 activités principales. On a d'abord un parcours d'empowerment qui va inspirer, former, accompagner et rendre les femmes des rôles modèles et les accompagner à être indépendantes économiquement. Et pour cela, on a créé un service traiteur qui commercialise leur savoir-faire. Et les objectifs, c'est de continuer à accompagner, à former les femmes, avoir une très belle école de formation, donc la Mama Academy, et continuer à développer nos parcours d'empowerment et devenir l'acteur de référence quand il s'agit de cuisine du monde responsable. Donc là, vous êtes basé à Paris, le siège est à Paris. En termes de zone géographique, les mamas, elles interviennent sur quel... Alors pour l'instant, on est en Île-de-France. D'accord. Île-de-France. Et là, on travaille notamment sur notre déploiement. La semaine dernière, on était à Dubaï pour l'exposition universelle, donc on va pas encore ouvrir Dubaï, mais on a pu représenter la France à l'exposition avec les mamas. Et là, on travaille sur notre modèle de déploiement et peut-être Marseille pour la première ville, puisqu'on est en train de faire un partenariat, on espère, avec un partenaire. Ok. Et donc, par rapport à ces projets de déploiement, voilà, où on sent que cette mission à impact, cette entreprise à impact que vous portez, elle a de quoi déployer encore plus largement ses ailes. Quel impact ça a ou ça va avoir sur votre relation d'associé? Est-ce que vous voyez déjà des points d'attention pour la suite, des choses à structurer, à réfléchir? On ne sait pas encore, là, on est encore au début, mais c'est sûr que si on ouvre plusieurs villes, il faudra peut-être aller dans d'autres villes. Enfin, ça, c'est encore récent, donc on ne sait pas. Après, c'est vrai que oui, on va tous évoluer, on va tous, quand on a monté Meet My Mama, on avait 22-23 à l'époque avec Luna, là on a plus 22-23 ans, donc on a d'autres challenges, d'autres enjeux, d'autres envies, je pense, donc personnel je parle, donc on va voir, on ne sait pas encore. En tout cas, merci beaucoup, Donia, pour tous ces partages que tu nous as offerts. Anan, est-ce qu'il y a un mot de conclusion de tout ce que t'inspire? Un mot de conclusion. Peut-être une petite question pour Donia sur. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du fonds d'investissement, ouais, qui est un allié, ouais, je pense, majeur pour vous et qui peut-être qui contribue à vous donner de la visibilité justement sur ce futur. Ouais. Déploiement? Ouais, alors pas encore, parce que là vraiment c'est les débuts pour le déploiement, mais par contre peut-être que je peux revenir sur, comme tu l'as dit, le choix aussi des investisseurs. Typiquement, on a choisi les mêmes critères qu'on a pris pour moi, Luna Youssef, mais c'est vraiment les valeurs et c'est ce fit humain. On a rencontré plein d'investisseurs et en fait c'est celui avec lequel on a eu vraiment ces partages de valeurs, de respect, de bienveillance, de vision commune, d'envie commune. Et c'est comme ça qu'on a choisi donc OB Management, Nicolas et Jean-Yves Aubé, qui sont des personnes incroyables, extrêmement intelligentes, extrêmement visionnaires et qui vraiment partagent nos valeurs et de vraies valeurs humaines. Et puis ensuite on a aussi fait entrer un deuxième acteur qui est Stanor, qui est aussi un fonds impact et qui sont aussi des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement visionnaires aussi et qui ont nos valeurs. Et on a mis du temps à lever des fonds, on a mis presque 2 ans et demi, 3 ans, mais c'était une volonté, parce qu'on voulait pas le faire avec n'importe qui. Et trouver des personnes qui partagent nos valeurs, ça prend du temps. Et enfin, on a aussi ouvert notre capital on a fait du crowd equity avec l'ITA, pour ceux qui connaissent, et on a notamment ouvert à tout le monde, donc tout le monde a pu devenir actionnaire, et notamment les mamas. Et ça nous était vraiment à cœur que les mamas qu'on accompagne puissent devenir actionnaires, et donc aujourd'hui on a une 30aine de mamas qui sont devenues actionnaires. Formidable, une belle aventure humaine en plus d'être une aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Meet My Mama? Plein de belles choses, plein de belles choses, une belle reprise, un beau déploiement partout en France et dans le monde, et plein de mamas qui vont révolutionner l'industrie alimentaire, et plein de prestations traiteurs, on espère, à la suite de cet épisode. Que ça dure longtemps. Que ça dure longue vie à Meet My Mama. Merci beaucoup, Donia. Merci, Anan. Merci à toi, Oriane. Alors, que vous a inspiré cet éclairage? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode? Quel est le petit pas que vous pouvez accomplir pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Sortez vos agendas et faites-le. Un grand merci à Donia pour son temps, sa confiance et ses partages passionnants et authentiques. Pour en savoir plus sur Meet My Mama, direction les réseaux sociaux et le site meetmymama.com.
Un grand merci également à Anan pour son regard expert. Et pour découvrir CMD Avocat, rendez-vous sur le site cmd-avocat.com ainsi que sur LinkedIn. La relation d'associés entre Loubna, Donia et Youssef fait partie des success stories d'une relation d'associés constructive, d'abord intuitive et qui s'est structurée avec le temps. Je crois très important de souligner le caractère exceptionnel de cette qualité de relation d'associés, sans qu'un pacte relationnel ni un pacte d'associés n'ait été d'emblée défini entre associés et rédigé. Anan et moi recommandons vivement aux futurs associés et associés en place de se poser pour partager leur vision et pour établir leurs règles du jeu. Ce travail de création du pacte relationnel et du pacte d'associés est à faire idéalement en amont du démarrage effectif de l'association et de l'existence de l'entreprise, mais il n'est jamais trop tard pour rendre l'implicite explicite et pour définir les règles du jeu à froid, au service de l'entreprise et de la qualité de la relation entre associés. Alors vous l'avez compris, travailler la qualité de sa relation d'associé, c'est essentiel et ce n'est pas facile. Parce que nous avons tendance à présupposer que les autres pensent et fonctionnent comme nous, il est donc essentiel pour une relation saine entre associés de toujours veiller à rendre l'implicite explicite et de sortir de ce qui nous paraît évident. En tant qu'associé, vous avez donc tout intérêt, à titre individuel et collectif, à mieux vous connaître vous-même et à mieux connaître vos associés ou futurs associés, à penser votre relation d'associé tout au long de la vie de l'entreprise et à vous faire accompagner par une tierce personne pour organiser des temps afin de prendre de la hauteur, de libérer la parole avec bienveillance et sans complaisance. En tant que coach, j'accompagne mes clients à lever leurs freins pour prendre leur juste place en tant qu'associés et pour construire des bases saines et durables dans leur relation d'associés. Se connaître, exprimer ses limites, savoir dire non, mieux communiquer ses besoins et entendre ceux des autres, aborder les situations conflictuelles, voilà autant de sujets qui peuvent faire l'objet d'un coaching. Si ces sujets vous posent déjà question, voire problème en tant qu'individu, la probabilité est forte que ces problématiques surgissent dans votre relation d'associé. Je peux également accompagner un collectif d'associés à se poser pour définir son pacte relationnel, c'est-à-dire ses propres règles du jeu, à différents stades de la vie de leur entreprise et de leur relation d'associés. Alors si vous pensez qu'il est temps d'investir en vous et dans votre relation d'associé, contactez-moi via mon site et parlons-en. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Pensez aussi à partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi. Vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, c'est très simple. Complétez le formulaire en ligne Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?